Chapitre 80 de la fameuse aventure de la barque enchantée. Lecture par Pascal Morat. En cheminant un pied devant l'autre, 2 jours après la sortie du bois, Don Quichotte et Sancho arrivèrent au bord de l'Èbre. La vue de ce fleuve causa un grand plaisir à Don Quichotte. Il contempla, il admira la beauté de ses rives, la pureté de ses eaux, le calme de son cours, l'abondance de son liquide cristal, et cet aspect charmant réveilla dans sa mémoire 1000 amoureuses pensées. Il se rappela surtout ce qu'il avait vu dans la caverne de Montesinos, car bien que le singe de maître Pierre lui eût dit que ces choses étaient en partie vraies, en partie fausses, il s'en tenait plus à la vérité qu'au mensonge. Bien au rebours de Sancho qui les tenait toutes pour le mensonge même. En marchant de la sorte, il aperçut tout à coup une petite barque, sans rame et sans aucun agrès, qui était attachée sur la rive à un tronc d'arbre. Don Quichotte regarda de toutes parts et ne découvrit point âme qui vive. Aussitôt, et sans plus de façon, il sauta à bas de Rocinante, puis donna l'ordre à Sancho de descendre du grison et de bien attacher les 2 bêtes ensemble au pied d'un peuplier ou saule qui se trouvait là. Sancho lui demanda la cause de ce brusque saut par terre, et pourquoi il fallait attacher les bêtes. « Apprends, ô Sancho, répondit Don Quichotte, que directement et sans que ce puisse être autre chose, ce bateau que voilà m'appelle et me convie à y entrer, pour que j'aille par cette voie porter secours à quelque chevalier ou à quelque autre personne de qualité qui se trouve en grand embarras. Tel est, en effet, le style des livres de chevalerie et des enchanteurs qui figurent et conversent dans ces histoires. Dès qu'un chevalier court quelque péril, dont il ne puisse être tiré que par la main d'un autre chevalier, bien qu'ils soient éloignés l'un de l'autre de 2 ou 3000 lieues ou même davantage, les enchanteurs prennent celui-ci, l'enlèvent dans un nuage ou lui envoient un bateau pour qu'il s'y mette, et en moins d'un clin d'œil l'emportent par les airs ou sur la mer, à l'endroit où ils veulent et où l'on a besoin de son aide. Sans nul doute, ô Sancho, cette barque est placée là pour le même objet. Cela est aussi vrai qu'il fait jour maintenant et avant que la nuit vienne, attache seulement Rocinante et le grison, puis à la grâce de Dieu, car je ne manquerai pas de m'embarquer, quand même des carmes déchaussés me prieraient de n'en rien faire. Puisqu'il en est ainsi, répondit Sancho, et que votre grâce veut à tout propos donner dans ce que je devrais bien appeler des folies, il n'y a qu'à obéir et baisser la tête, suivant le proverbe qui dit « Fais ce qu'ordonne ton maître et assieds-toi à table auprès de lui. » Toutefois, et pour l'acquit de ma conscience, je veux avertir votre grâce qu'il me semble que cette barque n'est pas aux enchanteurs, mais à quelques pêcheurs de cette rivière, où on prend les meilleures aloses du monde. Sancho disait tout cela en attachant les bêtes qu'il laissait à l'abandon sous la protection des enchanteurs, au grand regret de son âme. Don Quichotte lui dit « Ne te mets pas en peine de l'abandon de ces animaux. Celui qui va nous conduire par de si lointaines régions aura soin de pourvoir à leur subsistance. » Je ne comprends pas ce mot de lointaine, dit Sancho. Je ne l'ai pas ouï dire en tous les jours de ma vie. Lointaine, reprit Don Quichotte, veut dire éloigné. Il n'est pas étonnant que tu n'entendes pas ce mot, car tu n'es pas obligé de savoir le latin, comme d'autres se piquent de le savoir tout en l'ignorant. Voilà les bêtes attachées, dit Sancho. Que faut-il faire maintenant ?
Que faut-il faire, répondit Don Quichotte. Le signe de la croix et lever l'ancre. Je veux dire nous embarquer et couper l'amarre qui attache ce bateau. Aussitôt, il sauta dedans, suivi de Sancho, coupa la corde et le bateau s'éloigna peu à peu de la rive. Lorsque Sancho se vit à 2 toises en pleine eau, il se mit à trembler en se croyant perdu. Mais rien ne lui faisait plus de peine que d'entendre braire le grison et de voir que Rocinante se démenait pour se détacher. Il dit à son seigneur: Le grison gémit, touché de notre absence, et Rocinante veut se mettre en liberté pour se jeter après nous. Ô très chers amis, demeurez en paix, et puisse la folie qui nous éloigne de vous, se désabusant enfin, nous ramener en votre présence. À ces mots, il se mit à pleurer si amèrement que Don Quichotte lui dit impatienté: De quoi donc as-tu peur, poltronne créature? Pourquoi pleures-tu, cœur de pâte sucrée? Qui te poursuit, qui te chasse? Courage de souris casanière, que te manque-t-il, besogneux, au milieu de l'abondance? Est-ce que par hasard tu chemines pieds nus à travers les monts Riffés? N'es-tu pas assis sur une planche comme un archiduc, suivant le cours tranquille de ce fleuve charmant, d'où nous entrerons bientôt dans la mer immense? Mais nous devons y être entrés déjà, et nous avons bien fait 700 ou 800 lieues de chemin. Ah, si j'avais ici un astrolabe pour prendre la hauteur du pôle, je te dirais les lieues que nous avons faites. Mais en vérité, si je m'y connais un peu, nous avons passé déjà, ou nous allons passer bientôt la ligne équatoriale qui sépare et coupe à égale distance les 2 pôles opposés. Et quand nous serons arrivés à cette ligne, que dit votre grâce? Demanda Sancho. Combien aurons-nous fait de chemin? Beaucoup, répliqua Don Quichotte, car de 360 degrés que contient le globe aqueux et terrestre, selon le compute de Ptolémée, le plus grand cosmographe que l'on connaisse, nous aurons fait juste la moitié, une fois arrivés à cette ligne que j'ai dite. Pardieu, s'écria Sancho, vous prenez à témoignage une gentille personne, l'homme qui pue comme 4 ou quelque chose d'approchant. Don Quichotte sourit à l'interprétation que donnait Sancho du compute du cosmographe Ptolémée. Il lui dit: Tu sauras, Sancho, que les Espagnols et ceux qui s'embarquent à Cadix pour aller aux Indes orientales regardent comme un des signes qui leur font comprendre qu'ils ont passé la ligne équatoriale, que les poux meurent sur tous ceux qui sont dans le vaisseau, et qu'on n'en trouverait pas un seul sur le bâtiment, le paya-t-on au poids de l'or. Ainsi donc, Sancho, tu peux promener la main sur une de tes cuisses. Si tu rencontres quelque être vivant, nous sortirons de notre doute. Sinon, c'est que nous aurons passé la ligne. Je ne crois rien de tout cela, répondit Sancho, mais je ferai ce que votre grâce m'ordonne, bien que je n'en conçoive pas trop la nécessité de faire ces expériences, car je vois de mes propres yeux que nous ne sommes pas à 5 toises du rivage et que nous n'avons pas descendu 2 toises plus bas que ces pauvres bêtes. Voilà Rocinante et le grison dans le même endroit où nous les avons laissés, et prenant la mesure comme je la prends, je jure Dieu que nous n'avançons point au pas d'une fourmi. Fais, Sancho, dit Don Quichotte, fais la vérification que je t'ai dite, et ne t'embarrasse pas d'autre chose. Tu ne sais pas un mot de ce que sont les colures, les lignes, les parallèles, les zodiaques, les écliptiques, les pôles, les solstices, les équinoxes, les planètes, les signes, les degrés, les mesures dont se compose la sphère céleste et la sphère terrestre.
Si tu connaissais toutes ces choses, ou même une partie, tu verrais clairement combien de parallèles nous avons coupés, combien de signes nous avons parcourus, combien de constellations nous laissons derrière nous. Mais, je le répète, tâte-toi, cherche partout, car j'imagine que tu es plus propre et plus net à cette heure qu'une feuille de papier blanc. Sancho se tâta donc, et baissant tout doucement la main sous le pli du jarret gauche, il releva la tête, regarda son seigneur et dit : « Ou l'expérience est fausse, ou nous ne sommes pas arrivés à l'endroit que dit votre grâce, ni même à bien des lieues de là. » « Comment donc ? Demanda Don Quichotte. « Est-ce que tu as trouvé quelqu'un ? » ?»« Et même quelques-uns, répondit Sancho. Puis, secouant les doigts, il se lava toute la main dans la rivière sur laquelle glissait tranquillement la barque au milieu du courant, sans être poussé par aucune intelligence secrète, ni par aucun enchanteur invisible, mais tout bonnement par le cours de l'eau qui était alors doux et paisible. En ce moment, ils découvrirent un grand moulin qui était construit au milieu du fleuve, et Don Quichotte l'eut à peine aperçu qu'il s'écria d'une voix haute : « Regarde, ami Sancho, voilà qu'on découvre la ville, le château ou la forteresse où doit être quelque chevalier opprimé, quelque reine infante ou personne ou princesse violentée, au secours desquels je suis amené ici. » « Quel diable de ville, de forteresse ou de château dites-vous là, seigneur ? Répondit Sancho. « Ne voyez-vous pas que c'est un moulin à eau bâti sur la rivière, un moulin à moudre le blé ? » « Tais-toi, Sancho, s'écria Don Quichotte. Bien que ça ait l'air d'un moulin, ce n'en est pas un. Ne t'ai-je pas dit déjà que les enchantements transforment les choses et les font sortir de leur état naturel ? Je ne veux pas dire qu'ils les transforment réellement d'un être en un autre, mais qu'ils les font paraître autre chose, comme l'expérience l'a prouvé dans la transformation de Dulcinée, unique refuge de mes espérances. » Tandis qu'il parlait ainsi, la barque ayant gagné le milieu du courant de la rivière, commença à descendre avec moins de lenteur qu'auparavant. Les meuniers du moulin, qui virent venir au cours de l'eau cette barque à s'engouffrer sous les roues, sortirent en grand nombre, avec de longues perches pour l'arrêter. Comme ils avaient le visage et les habits couverts de farine, ils leur ressemblaient pas mal à une apparition de fantôme. Ils criaient de toute leur force : « Diable d'homme, où allez-vous ? Êtes-vous désespéré ? Voulez-vous vous noyer et vous mettre en pièces sous ces roues ? » « Ne te l'ai-je pas dit, Sancho, s'écria Don Quichotte, que nous sommes arrivés où je dois montrer jusqu'où peut s'étendre la valeur de mon bras. Regarde combien de félons et de malandrins sortent à ma rencontre, combien de monstres s'avancent contre moi, combien de spectres viennent nous épouvanter de leurs faces hideuses. Eh bien, vous allez voir scélérats en signe. » Aussitôt, il se mit debout sur la barque et commença à tous ses poumons à menacer les meuniers. « Canaille mal né, plus mal conseillé, leur criait-il, rendez la liberté et le libre arbitre à la personne que vous tenez en prison dans votre forteresse, haute ou basse, de quelque rang et qualité qu'elle soit. Je suis Don Quichotte de la Manche, surnommé le Chevalier des Lions, à qui il est réservé par l'ordre souverain des cieux de donner heureuse issue à cette aventure. » En achevant ces mots, il mit l'épée à la main et commença d'escrimer dans l'air contre les meuniers, lesquels, entendant, mais ne comprenant pas ses extravagances, allongèrent leurs perces pour retenir la barque qui allait entrer dans le biais du moulin. Sancho s'était jeté à genoux, priant dévotement le ciel de le tirer d'un si manifeste péril,
comme le firent en effet l'adresse et l'agilité des meuniers qui arrêtèrent la barque en lui opposant leurs bâtons. Mais pourtant ils ne purent si bien réussir qu'ils ne fissent chavirer la barque et tomber Don Quichotte et Sancho au milieu de la rivière. Bien en prit à Don Quichotte de savoir nager comme un canard, quoique le poids de ses armes le fit aller 2 fois par le fond. Et si les meuniers ne se fussent jetés à l'eau pour les tirer l'un et l'autre par les pieds, par la tête, on aurait pu dire d'eux, ici fut 3. Quand ils furent déposés à terre, plus trempés que morts de soif, Sancho se jeta à 2 genoux, et les mains jointes, les yeux levés au ciel, il pria Dieu, dans une longue et dévote oraison, de le délivrer désormais des témérités et des entreprises de son Seigneur. En ce moment, arrivèrent les pêcheurs, maîtres de la barque, que les roues du moulin avaient mise en pièces. La voyant brisée, ils sautèrent sur Sancho pour le déshabiller et demandèrent à Don Quichotte de payer le dégât. Celui-ci, avec un sang-froid et comme si rien ne lui fût arrivé, dit aux meuniers et aux pêcheurs qu'il payerait volontiers la barque sous la condition qu'on le lui remît en pleine liberté la personne ou les personnes qui gémissaient opprimées dans ce château. De quelle personne et de quel château parles-tu, homme sans cervelle demanda l'un des meuniers. Veux-tu par hasard emmener les gens qui viennent moudre du blé dans ce moulin? Suffit, dit à part soi Don Quichotte, ce serait prêcher dans le désert que de vouloir réduire cette canaille à faire quelque bien sur de simples prières. D'ailleurs, dans cette aventure, il a dû se rencontrer 2 puissants enchanteurs, dont l'un empêche ce que l'autre projette. L'un m'a envoyé la barque, l'autre m'a fait faire le plongeon. Que Dieu y porte remède, car le monde n'est que machination opposées les unes aux autres. Je ne puis rien de plus. Puis, élevant la voix et regardant le moulin, il continua de la sorte. Amis, qui que vous soyez, qui êtes enfermés dans cette prison, pardonnez-moi. Mon malheur et le vôtre veulent que je ne puisse vous tirer de votre angoisse. C'est sans doute à un autre chevalier que doit être réservée cette aventure. Après cela, il entra en arrangement avec les pêcheurs et paya pour la barque 50 réaux, que Sancho déboursa bien à contre-cœur. Avec 2 seaux de carpe comme celui-là, nous aurons jeté toute notre fortune au fond de l'eau. Les pêcheurs et les meuniers considéraient pleins de surprise ces 2 figures si hors de l'usage commun. Ils ne pouvaient comprendre ce que voulaient dire les questions de Don Quichotte et les propos qu'il leur adressait. Les tenant tous 2 pour fous, ils les laissèrent et se retirèrent, les uns dans leur moulin, les autres dans leur cabane. Pour Don Quichotte et Sancho, ils retournèrent à leurs bêtes et restèrent bêtes comme devant. Et voilà la fin qu'eut l'aventure de la barque enchantée.